pensais que ça allait être facile contre l'Italie? Non. Bon, tant mieux, ça veut dire que tu fais pas partie de ces gens qui pensent que gagner un match de rugby, ça se fait en fonction du classement IRB. Rien n'est écrit d'avance. Un match de rugby international, c'est un combat physique, mental, tactique et stratégique avec des aléas. Quand une équipe roule sur l'autre, je trouve que les analyses sont faciles. En revanche, quand les matchs sont accrochés, c'est beaucoup plus intéressant à décortiquer. Ce qui est intéressant, c'est les matchs tendus. Il y a plein de choses à analyser. Et ça tombe bien, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Au sommaire de cette vidéo, on a... Et oui, il y a un sommaire pour organiser tout. Dans une première partie, on va s'intéresser aux stratégies que les deux équipes ont mises en place sur ce match. Dans un second temps, on va s'intéresser à la partie tactique et stratégique des ballons portés. Il y a 3 essais sur le match qui viennent à partir de lancements sur ballon porté ou de ballon porté directement. Sur la troisième partie, on part sur comment l'Italie a réussi à nous déstabiliser avec ses attaques éclairs. La quatrième partie, comment la France a-t-elle été prise dans le combat? Parce que sur le combat, est-ce qu'on a subi oui ou non? Et je te garde le meilleur pour la fin avec 2 théories concernant l'indiscipline française qui nous a coûté cher ou pas sur le match. Sur une entame de match, on aime essayer de deviner les options stratégiques retenues par les coachs. Pourquoi? Ça nous donne des indications sur les ambitions des équipes et comment est-ce qu'elles vont s'adapter à l'adversaire en cours de match. Côté français, sur chaque réception de coup d'envoi dans les 22, on est allé chercher la touche directement. On peut émettre 2 hypothèses sur ce choix. La première, on joue à l'extérieur. Tu es dans un environnement hostile et on n'a pas spécialement envie de mettre du rythme. C'est comme toi le dimanche quand il y a tous les anciens qui tapent sur la main courante en disant qu'ils ont crevé les pneus de ta voiture. Tu vas leur montrer que tu es meilleur, que ça ne te touche pas et que tu vas gagner. Normal, tu as le plan du coach en tête. Mais tu construis ta victoire. Et en découle la seconde raison. Les Italiens, c'est un petit peu pile ou face sur la conquête. Ils ont une conquête qui peut être aléatoire. Tu préfères aller les contrer sur un secteur organisé comme la touche plutôt que de donner des ballons de contre-attaque à leurs joueurs du champ profond. Et côté italien, c'est quoi leur délire sur les sorties de camp? Les Italiens, comme tout le monde, ils connaissent la dangerosité des Français sur les ballons de contre-attaque. Ils savent aussi qu'on est très organisé sur les lancements de jeu. L'option qu'ils avaient retenue, c'était de nous sevrer de ballons. Peu de jeu au pied profond, éviter les dégagements directement en touche. Ils avaient décidé de tout attaquer. Ils avaient analysé que la défense des Français, en dehors des 22 mètres, il y avait un moment de latence durant lequel Dupont ne couvrait pas le second rideau. Si tu veux en savoir plus sur la couverture du terrain, je t'invite à souscrire à la chaîne. Dans l'onglet communauté, il y a plein de vidéos qui durent entre 10 et 25 minutes sur la couverture du terrain en fonction des différentes zones. Ils avaient mis en place une petite attaque avec un jeu au pied court du 9 dans le second rideau pour ne pas nous rendre la possession gratuitement. Sur la première tentative, c'est à partir d'une mêlée où il décide d'attaquer le côté fermé. Dupont est obligé de venir défendre pour éviter qu'il y ait un 3 contre 2. Il est consommé dans la phase de plaquage. Une relance de jeu suivante. Dupont reste sur le fermé. Normal, il y a des 3/4 en face. On a le 9 qui essaye de venir attaquer cette zone au pied. Et là, Flamand le contre et bam, essai. Même s'ils prennent un essai sur la première fois où ils le tentent, ils vont retenter le coup une seconde fois. Jouer tous les ballons à la main pour sortir de son camp, c'est un pari qui est risqué. Sur une perte de balle dans tes 22 mètres, ça peut aller très très vite. Ils évitent de justesse un 2e essai comme ça. Puis un 3e, mais ça ne les empêche pas de continuer. Après un léger cafouillage et une séquence offensive intéressante des Français, un coup d'œil de Ntamak qui voit Dumortier démarquer et qui lui adresse une jolie passe au pied. Première sélection, premier essai. Sans forcer et sans avoir une impression de domination nette, on mène quand même 19-6. Et là, tu te dis, il n'y a rien qui peut nous arriver. La guerre tactique des ballons portés. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui nous a encore pondu? Bon, le ballon porté, c'est une arme qui est redoutable pour toutes les équipes, on le sait. Ça peut te permettre de récupérer une pénalité, de marquer des points et d'avoir un lancement de jeu qui va se rapprocher de la mêlée puisque tu auras potentiellement tous les avants qui seront consommés. Et donc, il y a des zones de break, des zones libres. Ok, j'arrête avec les mots anglais. Des zones de cassure où il n'y a pas de défenseur. Ça fait quand même mieux de dire des zones de break, non? Et sur ballon porté, on a donc automatiquement des zones de break à partir de ballon porté pour les lancements de jeu. Pour bien comprendre cela, si tu n'as pas vu la vidéo sur comment attaquer à partir de ballon porté, je te fais le topo. On a un ballon porté pour la France. Si tu dépasses le milieu de l'alignement, l'adversaire il est obligé de laisser 2 joueurs sur le côté fermé pour prévenir de cet ailier qui peut venir se proposer avec le relayeur. Il faut empêcher de se retrouver avec 2 profils rapides dans le fermé. Soit tu vas mettre le premier non participant à la touche et le relayeur qui est dans les 5 mètres, soit tu peux mettre l'ailier. L'ailier est obligé de rester dans l'axe pour prévenir du jeu au pied. Bah ouais, mais du coup, si on joue pas sur le côté fermé, les défenseurs ils vont avoir du retard. Exactement, et c'est là tout le principe d'attaquer sur ballon porté, ça va être cette capacité des joueurs à lire le jeu.
Sur ce ballon porté, on a Dupont et Dumortier qui viennent attaquer le fermé. Si on est obligé de garder le 9 dans le couloir des 5 mètres et l'ailier dans l'axe, ça pose potentiellement un gros problème. Puisque si le 9 attaquant décide de porter le ballon sur le côté ouvert pour une combinaison et que l'ailier qui est dans l'axe du ballon porté décide de venir intervenir côté ouvert, on va avoir deux défenseurs qui vont avoir un temps de retard. Et ce temps de retard, il se transcrit par cet espace qui est laissé libre dans le couloir des 15 mètres opposés. En l'occurrence, on a un lancement de jeu avec Gaël Ficou qui prend le centre. On a le 9 italien qui n'a pas le temps de venir dans ce couloir des 15 mètres. Et donc la libération est rapide. Le joueur n'a pas eu le temps de circuler. On a une passe au pied. Et c'est ça qui amène l'essai de Ramos. Et c'est là où les ballons portés sont une zone tactique et stratégique ultra importante dans le rugby moderne. Sur tous les ballons portés, on est capable d'exploiter des failles. De la même manière, on a cette touche qui est à 10 mètres de la ligne française avec les Italiens qui se structurent en ballon porté. Le 9 vient sur le fermé pour défendre sur un éventuel départ du dernier participant au maul et du 9. À partir du moment où ça passe au sol, il anticipe cette zone de break qu'on peut avoir ici, qu'on a vu sur la séquence précédente. Et donc du coup, Dupont essaye d'anticiper. Et c'est normal, ça va être le petit jeu où le 9 est en permanence en train d'essayer d'anticiper avec l'ailier. On a Capuzzo qui voit ça et on sent que c'est travaillé et du coup lui il va venir attaquer le côté fermé pour jouer son 1 contre 1. Et là bingo, on a opposé un profil rapide avec Capuzzo contre un profil plus lent avec Aldrit. C'est pour ça que les ballons portés, c'est une vraie guerre tactique en temps réel où il faut regarder ce qui se passe en face et en fonction de ce qui se passe, il va falloir apporter la meilleure réponse. La deuxième mi-temps reprend avec les mêmes intentions côté italien. Sur coup d'envoi, on déplace le ballon avant de vouloir jouer au pied, mais les Français se sont adaptés, ils mettent 13 joueurs en premier rideau. Autant en première mi-temps, ils en avaient 12 avec 3 dans le champ profond. Et donc les Italiens, quand ils attaquaient, ils avaient des possibilités, même s'ils n'y arrivaient pas forcément. Autant en deuxième mi-temps, on joue avec 13 joueurs dans le premier rideau. Et c'est un point sur lequel ils n'ont pas réussi à s'adapter. Leurs sorties de camp, elles sont chaotiques. Les attaques italiennes. Les Italiens sont plus entreprenants que nous et leurs attaques nous embarrassent énormément. Ils mettent plus de vitesse dans tout ce qu'ils tentent. Au rugby, on bataille pour le gain de la ligne d'avantage. Et c'est très difficile de défendre quand en face, en attaque, ils arrivent avec des axes de course différents, avec ce système dont Galtier nous a parlé de verticalité et d'horizontalité, qui a des petites passes à l'aveugle et qu'ils arrivent avec énormément de vitesse. Il y a beaucoup d'options pour le porteur du ballon et en défense, on ne peut pas trop se découvrir. Je suis fan de ce que proposent les Italiens. Avec leurs petites passes aveugles avec des joueurs en retard qui viennent redoubler, c'est ultra intéressant. Et ce système dont Galtier nous avait parlé avec cette horizontalité et cette transversalité, on le voit très bien avec ces axes de course où il y a des joueurs qui vont arriver mais vraiment en direction de la ligne d'en but et d'autres joueurs qui courent vers la ligne de touche. Eh bien c'est très simple, le porteur de balle soit il a la possibilité de mettre dans le dos et dans ce cas si la défense vient fermer, on peut venir s'engouffrer dans un intervalle en changeant son axe de course. Et s'il n'y a pas d'espace, on peut soit décider de déplacer le ballon ou soit avoir un joueur qui arrive avec de la vitesse. La défense, elle ne peut pas venir couper les extérieurs, mais elle ne peut pas non plus rester en place. On aura toujours un surnombre sur les extérieurs, mais la défense, elle ne peut pas venir couper les extérieurs et ce surnombre sous peine de s'exposer et d'ouvrir des intervalles. Et ce système dont tu nous as parlé avec 4 joueurs en bloc 10, le bloc 10 à 4 ? Ah, c'est pas bien, t'es pas abonné, t'as raté une vidéo. Bon, je te mets le lien de la vidéo déjà pour que tu te rattrapes. Ensuite, tu peux mettre un petit pouce bleu, t'abonner et mettre la petite cloche. Comme ça, tu ne rateras pas la prochaine et ça aide au développement de la chaîne. Ce bloc 10, il nous a apporté tout ce qu'on attendait de lui. Pour l'équipe d'Italie, évidemment. Il a offert des solutions en attaque. Il a permis d'avoir des libérations rapides et d'amener de l'alternance, du coup, avec ses avants qui travaillent et ses trois quarts qui se projettent très rapidement vers l'extérieur. La France a-t-elle été prise dans le combat ? La défense italienne, elle a été ultra performante. Ce n'est peut-être qu'une impression, mais ils étaient tout le temps 2 sur le porteur du ballon. Vous allez me dire, comme partout au niveau international ? Ouais, au niveau international, effectivement, on essaye de défendre à 2. Le premier qui défend en bas et le second qui vient ripper le ballon, donc essayer de l'arracher ou qui vient bloquer haut ou impacter pour faire reculer. Les Italiens, ils ont été extrêmement efficaces sur le fait de bloquer le ballon pour éviter ces petites passes après contact dont on raffole tous. Lorsqu'ils défendaient à 2 sur le porteur de balle, ils ne venaient pas attaquer les rucks. Par contre, dès qu'un joueur plaquait bas, ils venaient au contest très rapidement. Je me suis attardé sur les attitudes des joueurs au contest. Et on a vraiment l'impression qu'ils trient ces ballons de contexte. Soit on a un plaquage à 2 et on ne vient pas contester le ballon, soit on a un plaquage d'un joueur seul et dans ce cas on vient contester le ballon et ralentir la sortie. Ça facilite aussi le travail de lecture de l'arbitre. Et ça nous amène au point suivant.
Comment expliquer l'indiscipline des Français? Et oui, on peut incriminer l'arbitre. Évidemment, il est anglais. Mais le faire, ça nous aide pas à comprendre. L'arbitre, il a toujours raison, même quand il a tort. C'est comme les parents avec les enfants. En attaque, on a été particulièrement indisciplinés car les soutiens offensifs, ils étaient en retard. Pour expliquer cela, j'ai deux théories qui peuvent être complémentaires. La première, c'est quelque chose que j'avais remarqué sur le dernier tournoi. Lorsque la situation le permet, on demande à un défenseur de monter très rapidement et faire tomber immédiatement le porteur de balle pour éviter qu'il gagne la ligne d'avantage. Même s'il tombe vers l'avant, c'est pas un problème. Ça permet de faire reculer l'adversaire. Mais t'es d'accord, le rugby de très haut niveau, ça s'arrête pas là-dessus. Au moment du plaquage, si c'est possible, on va tenter d'imprimer une rotation autour du porteur de balle. Pourquoi faire? Attends, calme-toi, j'ai pas fini. En fonction des zones du terrain, de la position des soutiens offensifs, si tu arrives à finir ton plaquage du côté de l'arrivée des soutiens offensifs, ils sont obligés de t'éviter pour venir au soutien. Ils prennent ce petit temps de retard où ils doivent sauter par-dessus le plaqueur ou le contourner qui permet à tes partenaires de venir tenter le contest. Ça te paraît évident, non? Eh ben moi j'ai dû visionner pas mal de séquences avant de le comprendre. Bon, j'ai plein d'autres petits détails comme ça, mais je ne vais pas tout te dire d'un coup. Il faut d'abord que tu t'abonnes et que tu mettes la petite cloche. Passons à la seconde théorie. C'est l'état de forme physique des joueurs. D'un point de vue totalement personnel, j'ai senti une forme de fatigue physique et psychologique des joueurs. Cela pourrait s'apparenter à de l'attentisme, mais je ne pense pas. Alors je m'explique. Les prépas physiques, ils ont leur cycle de travail et cherchent à avoir un pic de forme au moment voulu. Ils calibrent leurs séances en fonction de cela. S'ils souhaitent que le pic de forme soit contre l'Irlande, ils ont peut-être un peu trop tiré sur la corde. Ensuite, le temps de jeu des joueurs depuis le début de la saison. Quoi? T'as pas vu la vidéo sur le plan de Fabien Galtier pour le tournoi? Allez, c'est cadeau, je te la remets en lien. On a des joueurs qui ont énormément joué depuis le début de la saison. Si tu es en dedans physiquement par rapport à l'adversaire, qu'est-ce que ça implique? La première chose, c'est que tu vas être plus lent sur ta circulation offensive. Si on prend l'exemple de Aldrit sur cette touche, Aldrit, il est en retard sur sa circulation offensive, ce qui nous coûte une pénalité. Vous allez me dire, oui, mais il y a Wardy qui est disponible. Oui, Wardy est disponible. Mais quand tu as ta distribution offensive, déplacement des joueurs est automatisé et on attend peut-être d'avoir un pilier sur la renversée. Et surtout, Aldrit, il a une capacité de déplacement qui est plus importante que Wardy. Et si on s'attarde un petit peu sur Aldrit, il est en retard sur une montée défensive, je ne suis pas sûr que ce soit voulu. Et on a des séquences où il n'est pas dans le tempo. Et pourtant, Aldrit, c'est un super joueur. Ensuite, ta concentration est peut-être moins importante. Tu vas t'agacer plus facilement, tu vas faire des fautes de main, prendre des pénalités bêtes que tu ne prends pas d'habitude. La repossession, on en parle? Pour décider de garder le ballon et de multiplier les attaques, il faut être en confiance. La confiance, c'est pas quelque chose que tu obtiens comme ça s'obtient au fil des matchs. En France, la France a ce capital de confiance qu'elle a obtenu avec 14 victoires d'affilée. On les gagne sans produire énormément de jeux. Stratégiquement, les Italiens, ils sont en confiance. Et ils décident de prendre la pénale touche alors qu'ils sont menés de 8 points. Et c'est là où on prend un essai de pénalité et un carton jaune. Ils auraient pu recoller au score et passer à -5. Ils ont décidé de prendre la pénale touche. Côté français, en début de match, on prend une pénale touche au lieu de prendre les points. Ça indique quand même les intentions des Français. En revanche, ce que j'apprécie énormément, c'est ce choix à la 67e minute. On les menait et là, on décide pas de prendre les points, mais d'aller en touche avec Jalibert. Après un lancement encore sur ballon porté où la défense italienne a du mal à circuler, il y a Jalibert qui vient scorer. Je vais te poser une question parce que j'ai besoin d'avoir des avis pour produire des vidéos. C'est assez dur de réfléchir tout seul dans son coin et d'exposer ses idées. On a besoin de se confronter et d'avoir des avis. Alors je vais te poser une question et c'est chouette si tu peux me répondre dans les commentaires. Ça va beaucoup m'aider pour la prochaine vidéo. Est-ce que tu trouves que la France a décidé de plus tenir le ballon et a eu des intentions de jeu? Ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis puisque je vais publier une vidéo sur le sujet et ça va me permettre de confronter les avis. Maintenant, c'est le moment où tu peux t'abonner et mettre la petite cloche parce que je vais faire un petit preview de France-Irlande. Et oublie pas le pouce bleu, allez topette!